Eh bien, bonjour à tous. Il est 18 heures, donc je vois que vous êtes fidèles au rendez-vous. Je vous remercie d'être venus plus nombreux encore que la semaine dernière, où nous avions commencé par une introduction générale sur le Proche-Orient et ses conflits. Et donc cette fois, c'est la guerre en Syrie. La guerre en Syrie ou l'échec d'une manipulation, puisque manipulation il y a eu, et échec également il y a eu. Donc, nous allons passer une petite heure. Je vais essayer de tenir le délai. C'est pas évident sur la guerre en Syrie parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis 2011. La Syrie a une longue histoire. Elle a une longue histoire et c'est pour ça que je commence par vous montrer une photo du théâtre de Palmyre. Palmyre, c'est une ville symbolique parce que c'est une des plus belles villes antiques qui soit. On l'appelle la perle du désert. Elle a été prise par l'État islamique, qu'on appelle également Daesh. Elle a été prise, reprise, perdue, reperdue, re-reprise. Et finalement, maintenant, elle semble solidement aux mains de la Syrie, d'autant qu'ils ont installé une base russe juste à côté, enfin que les Russes se sont installés juste à côté. Mais ce théâtre a quand même beaucoup souffert et la jolie porte que vous voyez là a été détruite à la dynamite par l'État islamique. Donc la Syrie a une histoire très ancienne. Elle a été colonie romaine. Et d'ailleurs, ce sont les Romains qui ont pris Palmyre à la reine Zénobie. Et ensuite, tout au long des siècles, les Romains ont embelli, construit, développé, civilisé cette région, qui avait toujours été une région très importante en matière d'échange, de commerce, etc. Mais les Romains ont vraiment su donner une impulsion à la Syrie, qu'on n'appelait pas encore tout à fait la Syrie, qui n'avait pas encore bien sûr les frontières actuelles, mais tout de même, la Syrie avait de ses lettres de noblesse, elle a donné d'ailleurs plusieurs empereurs à Rome. Et lorsque Rome s'est christianisée, cette région s'est également christianisée. Et là, vous avez un endroit très symbolique, qui est la basilique Saint-Siméon le Stylite, qui était resté en ruine pendant des siècles et des siècles. Et au XIXe siècle, c'est un Français, le comte Charles de Vaugué, qui l'a redressé avec des pierres trouvées sur place, donc authentiques. Et cette belle basilique, aujourd'hui, se trouve malheureusement près de la frontière turque, dans le nord-ouest de la Syrie, et elle a beaucoup souffert et des combats et des occupations islamistes successives. Donc l'histoire chrétienne de la Syrie est une réalité. C'est un des premiers pays chrétiens, puisque elle est limitrophe de la Terre Sainte. Les apôtres sont venus très tôt en Syrie. Antioche a connu un développement chrétien dès les années 30, 40, 37, 38, c'est-à-dire 3-4 ans après la mort du Christ. Et donc c'est une région profondément et authentiquement chrétienne. Mais ensuite, il y a eu Mahomet, et Mahomet est mort en 632, un an avant la bataille de Poitiers. C'est une date qui finalement est assez facile à retenir. Et les Arabes sont remontés de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite, et ils ont colonisé, islamisé toute cette région. Tout ce qui correspond aujourd'hui à la Syrie, à la Palestine, à la Jordanie. Et ils se sont ensuite heurtés aux Turcs, qui eux étaient au nord, ce qu'on appelait les Seldjoukides. Et entre Turcs et Arabes, la cohabitation a toujours été un petit peu compliquée. Ce sont finalement les Turcs qui se sont imposés, et c'est l'Empire ottoman qui a régné plusieurs siècles sur cette région. Et vous voyez là la subdivision qu'avait organisée, une des nombreuses subdivisions qu'avait organisée l'Empire ottoman. Vous avez derrière ces différentes régions, vous avez les frontières actuelles qui permettent de voir que la Syrie correspondait déjà à peu près à une réalité. Et vous avez à droite en jaune le Sanjak of Zor, qui correspond à Deir Zor. Sanjak, c'est une division administrative. Au-dessus, vous avez le vilayet d'Alep, en dessous de Syrie, avec Damas et puis Amman, celui de Beyrouth et celui de Jérusalem. Lorsque l'Empire ottoman s'est effondré, à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman a choisi d'être dans le mauvais camp. Ils ont été dans le camp des Allemands, donc ils ont perdu. Et donc les puissances occidentales ont en quelque sorte dépecé l'Empire ottoman. Et
les Français et les Anglais se sont à ce moment-là partagé le Proche-Orient. Les Français ont eu la Syrie et les Anglais ont eu l'Irak, la Jordanie et la Palestine. Le Liban n'existait pas à ce moment-là, c'était une région de la Syrie. Et sans être une colonie, on a appelé ça le mandat. La France avait un mandat pour régner sur la Syrie et pour organiser la gestion de la Syrie. Elle ne régnait pas vraiment parce qu'il y avait déjà une volonté d'indépendance qui était réelle au sein chez les Syriens. Elle l'avait divisé en plusieurs États. L'État d'Alep, vous voyez, l'État de Damas. Au sud, tout en bas, le Djebel Druze, à qui il a fallu donner une certaine autonomie, parce que les Druzes, vous savez, ça a toujours été un peuple extrêmement autonome, extrêmement agité aussi, très hostile aux chrétiens. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, en 1860, il y a eu des massacres terribles de chrétiens, aussi bien dans les campagnes libanaises qu'à Damas même. Et les maîtres d'œuvre de ces massacres, c'était les Druzes. C'était les Druzes qui voulaient se débarrasser des chrétiens, et les Turcs ont laissé faire les Druzes, et vous avez des milliers et des milliers de chrétiens, des dizaines de milliers de chrétiens, qui se sont fait massacrer à ce moment-là par les Druzes. C'est à ce moment-là que Napoléon III avait envoyé des troupes pour protéger les chrétiens. C'est de cette époque que date un peu le rôle de la France comme protecteur des chrétiens d'Orient. Depuis, la France, comme vous le savez, a renoncé à ce rôle, mais il a été réel pendant plus d'un siècle. Et lorsque Napoléon III a envoyé ses troupes, l'armée française a été en but à la révolte des Druzes, et ça a été terrible, ça a été des combats terribles, les Druzes étant de redoutables combattants. Au-dessus, vous avez ce qui sera le Liban, en jaune, qu'on appelait le Grand Liban à ce moment-là. Au-dessus, l'État des Alaouites, on y reviendra. Les Alaouites, vous savez, c'est la secte apparentée aux chiites qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est une branche du chiisme, une branche qui, sur le plan religieux, c'est assez discutable en réalité, que ce soit une branche du chiisme, mais il fallait bien avoir des protecteurs. Il y a une époque, justement à l'époque de Napoléon III, lorsque l'armée française était très présente en Syrie, les Alaouites étaient allés voir les Français en disant « mais vous savez, on est un peu chrétiens, nous, quand même. Et donc, si on était rattachés aux chrétiens, ça nous arrangerait bien. » En fait, ils étaient assez minoritaires. Ils représentaient 10-15% de la population syrienne. Ils ont été beaucoup persécutés par les sunnites, largement majoritaires. Eh bien, ces Alaouites, ils avaient besoin de protecteurs. Et donc, cette protection, l'armée française pouvait leur donner. Et c'est vrai que les Alaouites ont des côtés également chrétiens. Ce ne sont pas du tout des purs musulmans. D'ailleurs, au moment de la Pâque en Syrie, qui est toujours très importante, chez nous, Noël est peut-être culturellement la fête la plus importante en Occident, mais dans les États orientaux, c'est Pâques qui est le plus important. Eh bien, les Alaouites, dans les villages où les Alaouites et les chrétiens cohabitent, le dimanche de Pâques, ils vont ensemble, chez les chrétiens, boire du vin, ce qui pour des musulmans est quand même particulier. Donc, les Alaouites ne sont pas vraiment des musulmans. Simplement, après le départ des Français, et comme ils ne pouvaient pas être attachés aux sunnites, parce que pour les sunnites, ce sont des hérétiques, et il y a une haine très forte des sunnites contre les Alaouites, eh bien, par contre, avec les chiites, ils se sont assez bien entendus. Ils partageaient, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit la façon dont est organisé l'Iran, dont on parlera la semaine prochaine, ils partagent une certaine, comment dirais-je, détente par rapport à la doctrine. Les sunnites sont plus rigoristes que les chiites. Et donc, les Alaouites, qui sont encore plus détendus sur le plan de la religion, ils n'ont ni clergé ni lieu de culte. Donc c'est particulier pour une religion, c'est presque plus d'ailleurs une philosophie qu'une religion. Et donc ces Alaouites sont allés trouver les chiites, une fois les Français partis, pour dire, mais vous savez, on est un peu chiites nous-mêmes, et donc si on pouvait se rattacher pour avoir la protection des chiites, ce serait pas mal. Ce sont donc des gens extrêmement pragmatiques, comme l'histoire le montrera ensuite. Et au-dessus, vous avez le Sandjak d'Alexandrette. Alors le Sandjak d'Alexandrette, il faut que je vous raconte son histoire parce que ça n'est pas à l'honneur de la France et c'est une grande tristesse. Le Sandjak d'Alexandrette, c'est là qu'il y a Antioche, ville éminemment chrétienne. On pense que les archéologues, enfin les spécialistes de l'archéologie chrétienne en quelque sorte, pensent que c'est là qu'a été construite la première église en l'an 38 après Jésus-Christ. La première église serait à Antioche. Eh bien, ce Sandjak d'Alexandrette a été donné aux Turcs par la France dans les années 30. Ça s'est passé au moment du Front populaire, dans les années 37-38. Les Français
pensaient bien que la guerre avec l'Allemagne était inéluctable. Il fallait empêcher les Turcs d'être dans le camp allemand, parce que et stratégiquement et numériquement, c'est considérable, la Turquie. Et donc, le gouvernement ministre de l'époque est allé trouver les Turcs en disant « Bon, on compte sur votre neutralité, nous avons d'excellentes relations ». Et les Turcs ont dit « Oui, mais nous, on voudrait bien quand même récupérer une partie de la Syrie, parce que c'était à nous, tout ça, on nous l'a volé, et nous, on considère qu'on est un peu chez nous. » Et ils ont transigé sur le Sandjak d'Alexandrette. Les Français, se croyant malins, ont dit bah, « on fera un référendum, et puis la population choisira ». Eh bien, à ce moment-là, si le référendum avait eu lieu tout de suite, il aurait été contre le rattachement à la Turquie, puisque il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient là, il y avait beaucoup d'Arméniens, il y avait beaucoup de Maronites. Mais comme le référendum a été fixé plusieurs mois après, vous savez ce qu'ont fait les Turcs? Ils ont fait des déplacements de population turcs, forcés ou pas d'ailleurs, et des centaines de milliers de Turcs ont été envoyés de toute la Turquie dans le Sandjak d'Alexandrette. Et donc ces nouveaux habitants ont voté, et ils ont voté pour leur attachement à la Turquie. Et c'est comme ça que la France a permis au Sandjak d'Alexandrette de devenir turc, et perdant ainsi toute cette tradition chrétienne au profit de la Turquie. C'est donc pas à l'honneur de la France. Et quand on voit une carte de la Syrie d'aujourd'hui, vous voyez le petit Sandjak d'Alexandrette au nord-ouest, dont je viens de vous raconter l'histoire, eh bien il appartient à la Turquie. Et quand vous allez en Syrie, quand vous irez en Syrie, quand on pourra de nouveau aller en Syrie, mais on peut depuis cette année, eh bien vous verrez que les cartes en Syrie font appartenir le Sandjak d'Alexandrette à la Syrie. Ce ne sont pas les mêmes frontières que le reste du monde. Ils considèrent qu'ils ont été floués, ce qui est vrai d'ailleurs. Et les malheureux chrétiens qui habitaient ce Sandjak, notamment les Arméniens qui avaient déjà tant souffert, et les Maronites, sont à ce moment-là partis en Syrie et au Liban. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu d'histoire, on va faire un petit peu d'actualité. Il est temps de vous raconter cette guerre. Vous avez donc là une carte de la Syrie. Il y a un grand fleuve qui la traverse, c'est l'Euphrate. Quand on était petit, on a tous appris à l'école qu'il y avait deux grands fleuves au Proche-Orient, le Tigre et l'Euphrate. Et le Tigre, vous l'avez beaucoup plus à l'est. Vous le voyez d'ailleurs tout en haut à droite de la carte. Ces deux fleuves prennent leur source en Turquie, pour leur malheur d'ailleurs, parce que les Turcs, par tous les barrages qu'ils ont construits en amont, ont finalement presque asséché le Tigre et l'Euphrate, qui n'ont plus du tout le débit qu'ils avaient auparavant. Et le Tigre et l'Euphrate se rejoignent ensuite tout au sud de l'Irak. Et donc, l'Euphrate coupe en quelque sorte en deux la Syrie, et hormis le lit du fleuve, toute cette zone est complètement désertique. Tout à fait à l'ouest, vous remontez de Damas jusqu'à Homs et Alep, et là vous avez la partie citadine, développée, c'est là où il y a les villes, c'est là où il y a les entreprises, et si vous allez le long de la côte, à Latakia et à Tartous, là vous rentrez en pays alaouite. C'est là que les alaouites sont majoritaires. Latakia est la capitale du pays alaouite. Et Tartous, que vous voyez juste en dessous, il faut retenir son nom, c'est important parce que c'est là qu'il y avait une base navale russe et qu'il y a toujours une base navale russe. C'était d'ailleurs la seule base navale russe de Méditerranée. Ceci pouvant expliquer cela, c'est-à-dire que pour la Russie, la Syrie a toujours été importante. Donc, je vous ai raconté les printemps arabes jeudi dernier, c'est-à-dire la révolte qui est apparue en Afrique du Nord, notamment en Égypte, en Tunisie et également en Syrie. Donc, ça commence en 2011. Et ça commence où? Tout en bas, au sud, à Dera. Vous voyez Dera. C'est là que les premières manifestations démarrent. Pourquoi? Pourquoi cet endroit-là? D'abord, ça a toujours été un endroit sunnite difficile, très agité par les islamistes. Mais au-delà de ça, c'est aussi le long de la frontière jordanienne. Et ça faisait un très long moment que des armes, de l'argent, des munitions passaient depuis l'Arabie Saoudite, depuis le Qatar, par la Jordanie, pour approvisionner les réseaux islamistes. Pourquoi les islamistes l'ont tout de suite emporté dans les émeutes en Syrie, en Tunisie, en Égypte? Parce qu'ils étaient préparés, parce qu'ils avaient des armes, parce qu'ils avaient de l'argent, parce qu'ils se... Alors évidemment, il fallait une occasion. Les printemps arabes ont été provoqués par des incidents divers et variés selon les pays.
Mais tout de même, les réseaux islamistes étaient prêts à agir. D'ailleurs, les réseaux islamistes travaillaient la Syrie depuis très longtemps. On parle souvent de la grande révolte des frères musulmans dans les années 80 en Syrie. Vous savez, les frères musulmans, ces islamistes dont aujourd'hui la Turquie et le Qatar sont très proches. L'Égypte aussi, avant que le putsch du maréchal Sissi mette fin au régime islamiste des frères musulmans. Et donc, autour de Homs, la ville entre Damas et Alep, il y a eu une grande révolte des frères musulmans, déjà dans les années 80. Et la répression du père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, avait été terrible, et on considère qu'il y a eu au moins 30 000 morts dans les combats entre l'armée et les frères musulmans. Mais donc, le travail islamiste en Syrie est très ancien. Et il est très ancien pour une raison très simple, c'est que les sunnites sont largement majoritaires en Syrie. C'est 70% de la population. Et les alaouites qui sont au pouvoir, qu'ils partagent un peu avec les sunnites, avec les chrétiens, eh bien, malgré tout, ils ne représentent que 10 à 15% de la population. Et donc, pour un sunnite islamiste normalement constitué, le régime politique syrien est une anomalie. Et donc, il considère, lui, que l'islam, le vrai islam, l'islam sunnite, et non pas l'hérésie alaouite, doit prendre le pouvoir en Syrie. Et donc, les alaouites sont arrivés au pouvoir depuis des décennies maintenant. Comment est-ce possible alors qu'ils ne représentent que 10 à 15% de la population? Avant Bachar el-Assad, que vous voyez là au milieu de ces généraux, eh bien, il y avait donc son père, Hafez el-Assad, qui a fait un coup d'État dans les années 60, coup d'État soutenu par une majorité de l'armée. Comment est-ce possible, puisque les alaouites sont si minoritaires? Eh bien, parce que tout au long des siècles, les sunnites, très majoritaires, ont persécuté les alaouites. Les alaouites, c'étaient les déclassés de la Syrie. Ils vivaient dans les montagnes pour échapper aux persécutions. Les enfants n'allaient pas à l'école, donc analphabétisme, pauvreté. Et lorsque petit à petit l'État s'est un petit peu modernisé et qu'ils ont été moins persécutés, ils sont descendus des montagnes. Mais comme tous les bons emplois leur étaient interdits parce que c'était des hérétiques et que tous les bons emplois étaient pour les sunnites, eh bien, ils ont fait quoi? Ils sont rentrés dans l'armée. Parce que les sunnites trouvaient que c'était un métier qui n'était pas digne d'eux, et eux, au moins, eh bien, ils avaient un métier stable et payé. Et à force de rentrer dans l'armée, ben, ils sont devenus majoritaires dans l'armée. Et puis, ils se cooptaient entre eux, et petit à petit, au fil des décennies, entre le départ des Français, mettons 1945, un départ définitif, et jusqu'au coup d'État d'Hafez el-Assad dans les années 60, d'autres coups d'État interviendront avant, mais peu importe, eh bien, les alaouites dirigeaient la majorité des postes importants au sein de l'armée syrienne. Les généraux, les colonels, les capitaines, c'était majoritairement alaouites. Et donc, lorsqu'ils ont fait un coup d'État, eh bien, évidemment, les sunnites n'avaient pas grand-chose à opposer en face. Donc, les alaouites n'ont eu aucun mal à prendre le pouvoir, mais ils ont été intelligents. Parce que le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, qui était un dictateur quand même assez dur, assez cruel, mais en même temps extrêmement intelligent. Et donc, il s'est entendu avec les sunnites, avec la bourgeoisie d'affaires sunnite, parce que c'est ça que les médias français ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas un bloc sunnite, il y a plusieurs sunnites en Syrie. Il y a des sunnites aisés et il y a des sunnites pauvres. Il y a les sunnites pauvres et analphabètes des campagnes, ce sont ceux-là qui ont été les fantassins islamistes et les fantassins de l'État islamique. Et les sunnites des villes, ceux qui tiennent les affaires, il y a une bourgeoisie d'affaires sunnite, et puis des gens plus modestes, mais plus citadins, eux ont soutenu Bachar el-Assad, ont soutenu le régime syrien, ont soutenu le régime alaouite pendant toute cette guerre, sinon ça n'aurait pas été possible. Et donc, Hafez el-Assad, le père de Bachar, avait discuté avec les sunnites et leur avait dit, écoutez, c'est pas compliqué, nous, on veut pas vous empêcher de faire des affaires, d'ailleurs, nous, les affaires, bon, c'était un peu modeste, c'est pas trop notre truc, la suite prouvera que non, mais en tout cas, on vous empêche pas de faire des affaires, on ne nationalise rien, vous continuez librement à commercer, à posséder vos entreprises, mais en politique, vous nous soutenez
parce qu'on n'est pas en démocratie, donc pas d'opposition. Parce qu'il ne nous a pas échappé qu'il n'y a pas de démocratie au Proche-Orient, à part le Liban. Et encore, c'est un cas très particulier, c'est pas réellement non plus, complètement, contrairement à ce qu'on dit, une démocratie. Quoi qu'il en soit, l'accord s'est fait sur ces bases. Ensuite, Hafez el-Assad préparait sa succession et il avait décidé que ce serait son fils aîné qui lui succéderait. Bachar, lui, n'était pas intéressé par la politique. Lui, il avait fait des études de médecine et il vivait à Londres, où il était ophtalmo. Et à Londres, il avait rencontré une jolie Syrienne, sunnite, Asma, et qui travaillait chez JP Morgan. Donc, vous voyez, on n'est quand même pas la banque américaine, donc on n'est pas du tout dans les milieux politiques. Ils se sont mariés là-bas. En plus, un alaouite qui épouse une sunnite qui épouse un alaouite, ça prouve bien que tout ça était un petit peu en dehors des circuits traditionnels syriens. Mais le frère aîné de Bachar est mort dans un accident de voiture. Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est un vrai accident de voiture. C'est très rare. Un futur dirigeant qui meurt au Proche-Orient dans un accident de voiture, on cherche à quel endroit les freins ont été sabotés. Là, non. C'est pas le cas, c'était un vrai accident. Bon. Du coup, Hafez el-Assad a dit à son fils, tu rentres et c'est toi qui vas diriger la Syrie après ma mort. Et Bachar n'avait pas spécialement envie, parce que la politique, c'était pas son truc, il était très bien à Londres, Asma, son épouse, était très bien chez JP Morgan, mais ils sont rentrés. Ils sont rentrés et depuis, ce sont eux qui dirigent la Syrie. Et ce sont eux qui, dans un premier temps, ont été très bien vus des pays occidentaux. Vous voyez, la jolie Asma. Pourquoi je vous la montre? Pas seulement parce que c'est une jolie femme et que c'est toujours agréable de regarder une jolie femme, mais aussi parce qu'elle joue un rôle extrêmement important au sein du pouvoir syrien. D'abord, elle est sunnite. Alors, c'est une sunnite assez peu islamiste. On ne l'a jamais vue voilée. Mais c'est une sunnite quand même. Et donc, elle fait un peu la passerelle entre la grande bourgeoisie d'affaires sunnite et les milieux alaouites, ceux de son mari notamment. Et puis, par ailleurs, comme c'est une femme d'affaires, une femme intelligente de par sa formation, elle sait ce que c'est que les affaires, eh bien, elle joue un rôle important sur le plan économique auprès de son mari. Et ce couple, finalement, assez glamour, pour employer une expression à la mode, plaisait beaucoup au début aux Occidentaux. Et ils avaient même été invités le 14 juillet sur les Champs-Élysées par Nicolas Sarkozy qui les a accueillis en grande pompe. Mais hélas, tout a basculé avec le déclenchement de la guerre. La guerre donc commence en 2011. Et ça commence par une marée islamiste qui vient de ces milieux sunnites dont je vous parlais. Très vite, ils sont armés, très vite, ils tirent, très vite, en face, il y a une répression, et donc on bascule des manifestations, il n'y a quasiment pas eu de manifestation pacifique. Dès le début, dès les premières manifestations, des policiers sont tués à la Kalachnikov. Et donc, dès le début, il y a eu également en face des tirs. Et donc, dès les premières manifestations, il y a des morts des deux côtés. C'est-à-dire ce côté manifestation un peu pacifique qui ont dégénéré, qu'on a vu en Égypte ou en Tunisie, qui ont dégénéré ensuite en renversement des dictateurs tunisiens et égyptiens, ça n'a pas vraiment eu lieu en Syrie. On a basculé dans la guerre civile avec une violence et une sauvagerie réciproque extrême. Pourquoi une violence extrême? Parce que les sunnites voulaient tuer, les sunnites islamistes, donc pas tous les sunnites comme je vous l'ai expliqué, mais les sunnites islamistes, ceux que vous voyez là dans ces combats à Alep notamment, voulaient vraiment exterminer les alaouites. C'était une guerre d'extermination. Et les alaouites en face savaient bien que s'ils perdaient cette guerre, ils n'en sortiraient pas vivants. Autant, aussi paradoxal que ça puisse paraître, les chrétiens qui soutiennent plutôt le régime, parce que le régime protégeait les minorités, ils n'avaient aucune envie, vous vous en doutez, de vivre dans un État sunnite islamiste. Mais les chrétiens savaient aussi qu'ils avaient une chance de s'en sortir, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Beaucoup se sont fait égorger, cela étant. Mais ils pourraient avoir le choix. On pourrait leur dire, comme en Algérie en 62, la valise ou le cercueil. Les alaouites, c'était même pas la valise. Les alaouites, c'était l'égorgement, parce que pour un sunnite, un alaouite, c'est un chien d'hérétique. Et donc, les combats ont été extrêmement violents, de part et d'autre, dès le début. Et ça va être d'autant plus violent qu'un certain nombre d'islamistes vont venir du monde entier. Pourquoi? Parce que ça va être le djihad, ça va être la guerre sainte. Je vous ai expliqué la dernière fois la différence entre les chiites et les sunnites.
Et parmi les différences que je n'ai pas encore mentionnées, mais j'attendais ce moment-là, c'est que le chiite est moins prosélyte que le sunnite. C'est-à-dire que le chiite, aussi rigoriste qu'il soit quelquefois, comme en Iran, on ne peut pas dire que ce soit un régime extraordinairement souple, bien au contraire. Et pour le peuple iranien, c'est pas drôle tous les jours. Mais il y a une différence fondamentale avec le sunnisme, c'est que le chiite ne rêve pas d'un monde universel chiite. Ce n'est pas son objectif. Lui, il veut que son pays reste chiite. S'il y a des chiites qui l'appellent au secours, très bien, il va y aller. Mais il ne va pas tout à coup monter un attentat à Paris, à Berlin ou à New York pour tuer ses chiens occidentaux. Il ne va le faire que si c'est vraiment nécessaire. Ce n'est pas dans sa mentalité. Alors que le sunnite, c'est exactement le contraire. En France, tous les musulmans qui sont en France sont sunnites. Tous, allez, 95%. Vous avez quelques immigrés iraniens, mais vous savez bien que ce n'est pas l'immigration iranienne qui est majoritaire. Tous les immigrés que nous avons, qu'ils soient marocains, algériens, tunisiens, turcs, syriens, afghans, irakiens, ce sont quasiment tous, à 95%, des sunnites. Et donc, pour un sunnite, le djihad, ça a un vrai sens. Et donc, non seulement il y en a certains qui, sous l'influence de l'État islamique, on va le voir quand il va commencer à apparaître en Syrie, va monter des attentats en Europe. Dans le même temps, vous avez un certain nombre de djihadistes, là je vous montre un Français, un converti, comme on dit, un certain nombre de djihadistes français sont venus en Syrie pour, comme ils disent, faire le djihad. Sur le plan militaire, l'apport, si on peut dire, des Français n'a eu aucune espèce d'influence. D'ailleurs, d'une façon générale, à quelques exceptions près, notables, ils ont été indisciplinés, mauvais combattants, et au bout d'un moment, ils étaient affectés à des tâches à l'arrière parce qu'ils étaient incapables de la moindre discipline, un peu comme ils font aujourd'hui dans les cités. Donc, simplement, ils n'étaient plus dans une cité, et là, il y avait des ordres à donner, mais par contre, quelques-uns se sont révélés redoutables, et notamment dans la boucherie et dans l'égorgement, dont les islamistes se sont fait une spécialité en Syrie. Ceux qui ont joué un rôle beaucoup plus important dans l'apport islamiste extérieur, ce sont ceux de d'autres pays, notamment les Caucasiens. Et là, vous avez un groupe éminemment sympathique de Tchétchènes. Alors ça, les Tchétchènes, c'est du sérieux. C'est pas comme le français des cités. Et là, vous avez le seul qui n'est pas flouté et qui n'est pas masqué, c'est Omar le Tchétchène. Et Omar le Tchétchène, c'est un ami personnel de Poutine. Parce qu'au moment de la guerre, je le dis au deuxième degré bien sûr, au moment de la guerre entre Russes et Tchétchènes, vous savez qu'il y a eu deux guerres terribles entre Russes et Tchétchènes. Une première dans les années 90, perdue par les Russes. La Tchétchénie islamiste voulait son indépendance, plus exactement les maquis islamistes tchétchènes, qui étaient très importants, voulaient l'indépendance de la Tchétchénie, et les Russes n'étaient pas prêts à donner l'indépendance à la Tchétchénie. Et donc, il y a eu une guerre terrible, et l'armée russe, dans les années 90, désorganisée, démoralisée, a perdu cette première guerre. Et puis, en l'an 2000, Poutine est arrivé au pouvoir, et c'est là qu'il a prononcé sa phrase célèbre, « Les terroristes tchétchènes, je les poursuivrai jusque dans les chiottes ». Je suis désolé, mais il l'a dit textuellement. Et donc, les médias français ont repris ça outré en disant « Oh là là, quel est ce dirigeant qui parle ainsi ?» Mais en tout cas, Poutine s'est laissé 2-3 ans pour réorganiser une armée russe. Il a arrêté cette grande conscription qui n'avait plus de sens. Il a créé une armée de métier, disciplinée, organisée, avec des troupes d'élite. Et en quelques années, la Russie s'est retrouvée avec une armée de nouveau opérationnelle, ce qui n'était plus du tout le cas pendant les années 90, entre la chute de l'Empire soviétique et l'arrivée de Poutine au pouvoir. Vous avez 10 ans avec Boris Eltsine, et c'est là où la Russie se délite totalement. Et donc, dans cette guerre contre les Tchétchènes, et puis ensuite, lorsque la Russie sera en guerre contre la Géorgie, eh bien, Omar, le Tchétchène, sera là, dans les deux cas. Ce sera un chef de maquis terrible et un redoutable combattant. Et une des raisons de l'intervention russe qui va changer le cours de l'histoire en 2015, une des raisons, ce sont tous ces gens-là. Il y avait au moins 10 000 Caucasiens, 10 000 islamistes caucasiens, notamment tchétchènes, mais pas que, dirigés par Omar, le sympathique Omar que vous voyez là. Et donc, Poutine avait dit à ses généraux, ces gens-là ne doivent pas rentrer en Russie.
Parce que ces gens-là, eh bien, dans les maquis tchétchènes, ils avaient pris un certain nombre de choses qu'ils ont reproduit avec leurs amis de l'État islamique. Quand je vous dis que cette guerre a été d'une sauvagerie extrême, l'image que vous voyez là, ce sont plusieurs dizaines de soldats syriens qui vont mourir dans quelques secondes, assassinés à Palmyre, c'est la première photo que je vous ai montrée tout à l'heure, par les islamistes de l'État islamique. Et donc, c'est aussi pour une raison pour laquelle l'armée syrienne a résisté. Elle ne l'aurait pas fait sans apport extérieur, c'est vrai, mais tout de même, parce qu'elle savait que lorsqu'ils tombaient aux mains des islamistes, voilà quel était leur sort. Alors, à partir de 2011-2014, donc la guerre commence en 2011. Jusqu'en 2014, l'armée syrienne recule, petit à petit, mais elle recule. Elle appelle au secours l'Iran, puisque l'État alawite dit à l'Iran, vous savez, on est un peu chiite, rappelez-vous, venez donc nous aider. Les Iraniens disent oui, ils ne veulent pas que la Syrie tombe aux mains des sunnites. Les sunnites sont leurs ennemis. Le symbole sunnite en face de l'Iran, c'est l'Arabie saoudite, ennemi très fort de l'Iran. Et donc, pour les Iraniens, pas question que la Syrie tombe aux mains des sunnites islamistes. Et donc, les Iraniens envoient des dizaines de milliers d'hommes, pour aider l'armée syrienne, sans laquelle l'armée syrienne n'aurait pas tenu. Ça, c'est pour la plus grande partie du territoire syrien. Et de l'autre côté, pour la partie limitrophe du Liban, à l'ouest, les Iraniens demandent à leurs alliés du sud-Liban, le fameux Hezbollah, le Hezbollah chiite, de traverser les montagnes et de venir aider l'armée syrienne le long de la frontière syro-libanaise. Et là, le Hezbollah, c'est pareil, va envoyer plus de 10 000 hommes, qui sont en plus des très bons combattants. Je vous l'avais dit la semaine dernière, dans leur guerre contre Israël, ils ont appris à se battre. L'armée du Hezbollah est une armée redoutable. Et donc, cet apport chiite par l'Est avec l'Iran, par l'Ouest avec le Hezbollah libanais, va permettre à l'armée syrienne de tenir. Mais tout en reculant, malgré tout, parce qu'en face, il y a beaucoup de monde. Et à partir de 2014, il y a un grand mouvement international de djihadistes qui se fait avec la création de l'État islamique. Jusqu'à présent, les islamistes étaient disséminés dans plusieurs mouvements, une myriade de mouvements. Et ces mouvements avaient chacun leur parrain. Vous aviez des milices islamistes armées et financées par les Turcs. Vous aviez des milices islamistes armées et financées par les Saoudiens ou par les Qataris. L'Arabie saoudite et le Qatar ont joué un rôle très important. Comme vous le savez, ce sont des pays extrêmement riches. Et donc, l'argent du pétrole pour l'Arabie saoudite, l'argent du gaz pour le Qatar ne l'emploie pas seulement à payer le salaire de Neymar, son argent du gaz. Il l'a employé aussi beaucoup à armer, payer des milices islamistes. Et alors, sur le terrain, c'était une sorte de capharnaüm absolument invraisemblable, parce que ces milices, de temps en temps, n'hésitaient pas à se tirer dessus pour la conquête d'un territoire. Une fois qu'ils avaient chassé l'armée syrienne d'une petite ville, il n'était pas rare de voir ces milices islamistes se tirer dessus pour la conquête et le pillage de la ville en question. Et les rafles des femmes aussi. Il faut bien mesurer à quel point toutes ces milices islamistes, le point d'orgue, ce sera l'État islamique avec son fondateur Abou Bakr al-Baghdadi, à quel point la sauvagerie, mais aussi l'esclavage sexuel étaient dans leur culture. C'était vraiment esclavage sexuel et mort. C'est une déviance particulièrement mortifère. On peut la qualifier, sans faire du mysticisme exagéré, de particulièrement satanique. Le cortège de souffrance qui accompagnait une ville, qui accompagnait une population prise par l'État islamique, c'était inimaginable de sauvagerie et de cruauté. Et donc, en 2014, Abou Bakr al-Baghdadi, qui dirige une milice islamiste parmi d'autres milices islamistes, en l'occurrence, il est membre d'un front qu'on appelle le front Al-Nosra, qui était la plus grande milice islamiste de l'époque. Et la milice Al-Nosra, qui avait au moins 50 000 hommes, c'est quand même du sérieux, 50 000 hommes, eh bien, ils vont en quelque sorte scissionner. Parce que Baghdadi dit, c'est le moment de restaurer le califat.
Nous avions le grand califat ottoman, et depuis la chute du califat, le monde musulman, le monde sunnite, n'a plus de califat. Il faut refaire un califat, et nous allons le faire à cheval sur la Syrie et l'Irak, qui de toute façon sont le même pays. Ce sont des frontières artificielles, là il n'avait pas tout à fait tort, tracées entre les Français et les Anglais, ça ne correspond à rien. Et donc, nous allons refaire un califat consacré à la gloire d'Allah. Et ce califat va entraîner donc une scission au sein du Front al-Nosra. On va dire que, grosso modo, la moitié suit l'État islamique, suit Abu Bakr al-Baghdadi, et l'autre moitié dit eh bien, c'est une erreur. Il ne faut pas faire un califat. Parce que si on fait un califat, ça veut dire qu'on a un territoire revendiqué, repéré. Et à ce moment-là, les chiens d'occidentaux vont venir et vont reprendre cet État. Et vont nous bombarder et on ne pourra pas tenir. Il faut continuer à faire ce qu'on fait jusqu'à la prise du pouvoir complète. Créer un califat sans prise de pouvoir complète, c'est une erreur stratégique. Et l'histoire montrera après que le Front al-Nosra avait raison. Et que c'est l'État islamique qui avait tort, parce que c'est le moment où effectivement une reconquête territoriale s'est organisée sur plusieurs fronts à la fois. Quoi qu'il en soit, en 2014-2015, ça va très mal. Ce que vous avez là, c'est la carte de la Syrie avant l'intervention russe. Donc, ce qui est grisé clair, ce sont les déserts. Bon, donc ça, c'est difficile de dire à qui ils appartiennent. Ça dépendait de qui passait à ce moment-là. Mais vous avez en noir, et vous avez tout le lit de l'Euphrate, une partie du nord, c'est ce qui a été conquis par l'État islamique. Mais le désert, il le tenait quand même à peu près. Ce que vous avez en jaune, en haut, ce sont les Kurdes. Les Kurdes qui ont profité du désordre généralisé et de l'incapacité de l'armée syrienne, qui n'avait plus du tout les effectifs pour ça. Il faut voir que l'armée syrienne était importante au début du conflit. Le problème, c'est que un tiers de ces fantassins ont déserté pour rejoindre la rébellion sunnite, pour rejoindre l'islamisme sunnite, parce qu'ils étaient sunnites. Et donc, un tiers est parti, et par ailleurs, il y a eu des morts. L'armée syrienne a eu près de 100 000 morts au cours de ces premières années de guerre. Et donc, les effectifs étaient devenus tout à fait insuffisants, et les Syriens ont dit aux Kurdes, eh bien, écoutez, vous ne proclamez pas l'indépendance, mais ce que vous tenez là, tenez-le contre les islamistes, et nous, on se retire parce qu'on a besoin de renforts ailleurs. L'accord s'est fait ainsi. En rouge, vous avez ce qui était encore tenu par l'armée syrienne, et les taches vertes, ce sont les islamistes. Et ces taches vertes s'étendaient de plus en plus. Et le point le plus important, c'est ce que vous avez au nord-ouest. Là où vous avez la plus grande tache verte, c'est la province d'Idleb. C'est là où était concentré le Front al-Nosra. En noir, vous avez l'État islamique, et en vert, le Front al-Nosra, et les autres verts, ce sont d'autres milices islamistes, soit saoudiennes, soit turques, soit qataris, ça dépendait du parrain, ça dépendait aussi de la solde. On a vu des islamistes quitter une brigade parce qu'ils étaient payés $50 la semaine, et puis un envoyé des Qataris arrivait, il disait « mais moi c'est $100 la semaine ». Et donc il partait avec armes et bagages rejoindre l'autre milice où la solde était supérieure, authentique. Quoi qu'il en soit, en 2014-2015, la situation est celle-ci. Le front a reculé de partout. Bien sûr, c'est la partie utile qui est encore tenue par l'armée, c'est-à-dire Damas, Homs, Hama, mais même entre Homs et Hama, le maquis islamiste s'étend. Et puis, comme je vous le disais, au nord-ouest, cette grande province d'Idleb est entièrement passée aux mains des islamistes. Et à ce moment-là, l'été 2015, c'est le tournant. L'été 2015, le général iranien Soleimani, le général des gardiens de la Révolution, vous savez, celui qui s'est fait assassiner récemment par Donald Trump, qui a piqué un coup de sang et qui a fait assassiner le général Soleimani. Eh bien, ce général Soleimani, qui dirigeait le contingent iranien en Syrie, prend l'avion et va voir Poutine à Moscou. Il est reçu par Poutine et par l'état-major de Poutine. Et il leur dit, voilà, le front est en train de craquer. Là, sur cette frontière de la province d'Idleb, l'armée syrienne recule, même avec l'apport des Iraniens et du Hezbollah, ça ne tient plus. Et si de toute façon on dégarnit le reste du front, tout va craquer. Si la Russie n'intervient pas, à Noël, l'État islamique et le Front al-Nosra sont à Damas. Et il n'y a plus de Syrie. Alors Poutine, depuis un certain temps, hésitait. Il suivait la situation de près, il avait sa base navale à Tartous,
Il avait construit pas loin une base aérienne. Et donc, la Russie avait des yeux et des oreilles partout. Donc, il savait très bien ce qui se passait. Mais Poutine hésitait beaucoup. Il surveillait les Américains du coin de l'œil. Les Américains intervenaient pour aider les Kurdes, mais pas spécialement pour sauver Bachar el-Assad. Au contraire, les services secrets occidentaux, la CIA en tête, dès le début, ont distribué des armes aux milices islamistes. Ensuite, ils ont essayé de créer la fiction des rebelles modérés, comme le Figaro ou le Monde aiment les appeler, les rebelles modérés. Oui, mais ils sont quand même islamistes, les rebelles modérés. Alors, des islamistes modérés, moi, je ne sais pas très bien ce que c'est. Et donc, ils ont essayé de créer des maquis, de les armer, de les financer, et ensuite de les lancer dans la bataille à la fois contre le Front islamique et à la fois contre l'armée syrienne. Ça a été un échec total. Tous les combattants formés par la CIA et armés par la CIA ont systématiquement rejoint des milices islamistes ensuite, avec armes et bagages, et avec notamment des lance-missiles anti-chars qui ont fait des ravages dans l'armée syrienne. Et donc, depuis le début, les puissances occidentales souhaitaient à la fois l'impossible, et c'est pour ça qu'ils ont échoué. Parce qu'ils voulaient à la fois lutter contre l'État islamique, à la fois ne pas vouloir du Front al-Nosra parce qu'il était vraiment devenu infréquentable. Au début, le Front al-Nosra était considéré parmi les chancelleries occidentales comme un mouvement fréquentable. Et quand ils ont pris plusieurs villages chrétiens et qu'ils ont égorgé une partie de la population et qu'ils ont crucifié un certain nombre de chrétiens sur les portes des églises, il n'y a pas que l'État islamique qui a fait ça, les autres milices islamistes l'ont fait aussi. À ce moment-là, ça n'a plus été possible. La fameuse phrase de Laurent Fabius, le Front al-Nosra fait du bon boulot, eh bien, il l'a regretté amèrement par la suite, parce que le Front al-Nosra a montré que ses différences avec l'État islamique, avec Daesh, n'étaient que de pure tactique et certainement pas doctrinale. Alors, Poutine savait tout ça, et il a finalement donc décidé, comme vous le savez, d'intervenir. Pourquoi il est intervenu? Un peu à cause d'Omar le Tchétchène, que je vous ai présenté tout à l'heure. Il ne voulait pas que ces dizaines de milliers de Caucasiens, pas dizaines de milliers, ces 10 000 Caucasiens reviennent ensuite. Et puis, il y avait également beaucoup d'islamistes venus de tous ces pays caucasiens qui bordent la Russie. C'est-à-dire, il y avait des Ouzbeks, des Tadjiks, des Turkmènes. Et tout ça, ça l'inquiétait. Il dit, si jamais ils gagnent en Syrie et qu'ils reviennent après dans le Caucase, ça va être extrêmement compliqué à gérer. Mais surtout, le grand argument, c'est l'argument géopolitique. La Russie était absente du monde géopolitique depuis la chute du mur de Berlin et depuis donc la chute de l'Union soviétique. La Russie n'existait plus. Or, petit à petit, elle essayait de se reconstruire. Elle aurait bien voulu empêcher les Occidentaux de bombarder les Serbes pour aider les musulmans bosniaques ou kosovars, mais elle n'en avait absolument pas les moyens. Elle aurait bien voulu empêcher Donald Trump d'envahir l'Irak en 2003, mais elle n'en avait absolument pas les moyens, elle n'existait plus sur le plan militaire. Et donc pour Poutine, c'était l'occasion d'une part de sauver un allié, et comme les Américains avaient la réputation de lâcher leurs alliés quand ils estimaient que leurs intérêts maintenant consistaient à lâcher ses alliés et ne plus les soutenir jusqu'au bout, les Russes, y compris du temps de l'Union soviétique, ont toujours soigneusement entretenu cette réputation, nous on ne lâche pas nos alliés. Et donc, tant que les Iraniens, avec l'armée syrienne, tenaient à peu près le choc, les Russes, malgré tout, se préparaient, mais sans se décider encore à intervenir. Et c'est quand la situation a été désespérée que la décision a été prise, le front d'Idleb allait craquer, et un mois après, les islamistes allaient se retrouver au bord de la mer, prendre l'attaquer et faire un carnage des Alaouites qui s'y trouvaient. Et donc l'intervention russe va tout changer. Et elle va changer à cause de ça. Au début, les Occidentaux, à cause de l'avion que je vous montre, parce que au début, les Occidentaux se sont moqués en disant les Russes. Ça fait 15 ans qu'on les a vus nulle part, 25 ans qu'on les a vus nulle part. On les a vus en Tchétchénie, ils ont eu un mal de chien pour cette petite province, finalement pas si peuplée que ça. En Géorgie, ils ont eu du mal aussi, ça n'a pas été si glorieux. Et là, tout à coup, ils vont réussir une opération comme ça. Et donc, les stratèges américains, les généraux américains avaient dit « la Syrie, ce sera à nouveau leur Afghanistan ». Erreur totale. Erreur d'abord parce que les Russes étaient beaucoup mieux préparés.
parce qu'ils avaient compris qu'il ne fallait plus de grandes armées avec une multitude d'hommes, mais il fallait une armée plus petite, mais avec un armement moderne et des troupes d'élite. Et l'armement moderne, c'est celui que vous voyez, c'est une aviation. C'est une aviation hors pair. Et c'est ça qui va changer le cours de la guerre. Parce que dans les combats à terre, l'armée syrienne ne tenait plus le choc face aux islamistes, comme je vous l'ai dit. L'apport militaire aérien va tout changer. Et donc, fin septembre 2015, Poutine donne son feu vert et l'armée russe, qui est prête, ce qui prouve quand même qu'ils y pensaient depuis un certain temps, intervient massivement sur la province d'Idlib, et ça va être un déluge de feu. En 15 jours, 3 semaines, les islamistes, on considère qu'ils perdent à peu près 50 000 hommes par l'aviation russe. Et donc, non seulement ils ne peuvent plus avancer, mais en plus de ça, évidemment, le combat a changé d'âme. Et à partir de ce moment-là, les Russes ont en quelque sorte inversé le cours moral, indépendamment du cours militaire et du cours stratégique. Ils reprennent Palmyre et ils savent en plus magnifier leur héros de Palmyre. Vous avez là le capitaine Prokorenko qui est mort à Palmyre face aux islamistes. Il était en observateur, c'était un membre des forces spéciales, il était en observateur pour surveiller la progression islamiste puisqu'on était dans les combats de reprise de Palmyre. Et puis, à un moment donné, il s'est vu encerclé et il y avait à peu près 200 islamistes autour de lui. Et lui était seul, tant dire que son compte était bon et il ne voulait pas être prisonnier. Et donc, il donne l'ordre de bombarder sa position. Le colonel au téléphone, dans un premier temps, dit non, je ne peux pas te bombarder. Et l'autre dit si, parce qu'après, ils vont me traîner partout avec mon uniforme, ils vont salir mon uniforme. Et donc, pour l'honneur de l'armée russe, tu bombardes tout. Et donc, le colonel s'est exécuté, il a bombardé la position. Et après, dans toute la Russie, les guerres ont besoin de héros, dans toute la Russie, le capitaine Prokorenko a été honoré comme le héros de Palmyre. Mais alors, il faut reconquérir tout ça. On est à cheval sur la Syrie et l'Irak, et vous voyez, alors d'accord, c'est beaucoup de désert, mais c'est compliqué aussi, parce que le désert, c'est facile à tenir, et c'est très difficile à reprendre. Parce que ces déserts-là, ça n'est pas que du sable, on n'est pas au Sahara. C'est des cailloux, c'est des grottes, c'est des petits monticules absolument partout, et donc c'est idéal pour une guérilla. Et donc c'est la situation en 2015, sur un strict plan territorial, elle est quand même extrêmement compliquée. Les Américains interviennent de leur côté, parce que les islamistes commencent à se rapprocher de Bagdad. Et donc, pendant que les Russes s'occupent de Damas, alors ils n'en ont pas discuté entre eux, parce qu'ils se parlent assez peu, mais les Américains, eux, se sont occupés de Bagdad, c'est-à-dire qu'ils ont déclenché de leur côté des bombardements massifs pour empêcher la progression de l'État islamique vers Bagdad. L'État irakien que les Américains avaient tenté de reconstruire après leur funeste intervention de 2003 était en pleine déliquescence, il n'y avait plus d'armée irakienne, et donc les Américains sont intervenus en catastrophe pour empêcher l'État islamique, proclamé donc par notre ami Baghdadi, pour empêcher Baghdadi de rentrer dans Bagdad. Baghdadi s'appelle Baghdadi parce qu'il est de Bagdad. Et donc, pendant que les Russes s'occupaient de la Syrie, les Américains s'occupaient de l'Irak. Et tout ce territoire, petit à petit, va être reconquis par l'armée syrienne, aidée donc toujours du Hezbollah libanais. Donc là, vous voyez une carte quelques mois après l'intervention russe. Vous voyez le drapeau syrien, les flèches, et donc petit à petit, l'État islamique reflue. Il reste toujours au nord-ouest la poche d'Idlib, mais elle est maintenue cette fois. Vous voyez le drapeau noir des islamistes qui flotte dessus. Et les Américains, qui ne sont pas censés intervenir ailleurs que dans le nord pour aider leurs amis kurdes, au sud, vous voyez, construisent quand même une grande base avec leurs amis anglais, et là continuent dans la fiction des rebelles modérés. Et vous avez plusieurs centaines d'islamistes recyclés en rebelles modérés qui s'entraînent dans ce camp, jalousement protégé par l'aviation américaine, et qui existe toujours. Quand les Américains disent qu'ils quittent la Syrie, oui, il y a toujours ce camp-là, mais ils sont également toujours dans le nord-est. Là, vous voyez le drapeau américain tout à fait dans le nord-est, ils y sont également toujours. Mais quoi qu'il en soit, l'État islamique reflue partout. Et donc, en quelques mois, le terrain est reconquis
par l'armée syrienne, et les taches vertes, qui sont des taches bleues sur cette carte, qui sont les taches islamistes, petit à petit se résorbent. Pendant ce temps, en Occident, la manipulation continue. C'est le méchant Bachar el-Assad et ce sont les rebelles modérés et la pauvre population syrienne qui souffre. Alors évidemment, l'État islamique, ça, ils sont pas gentils. Le Front al-Nosra, ils sont pas gentils non plus. Ça, on peut quand même pas continuer à dire ça. Mais on continue sur cette fiction des rebelles modérés. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de rebelles modérés. Si, les premiers mois, il y en a eu quelques-uns et ils ont été vite absorbés par l'islamisme. Parce que de toute façon, il y a eu des purges gigantesques, monstrueuses dans les milices islamistes. Ils ont fait presque autant de morts entre eux que de morts par l'armée syrienne. Et donc, on continue en Occident à dire le méchant Bachar el-Assad, l'homme qui tue son propre peuple. J'adore cette phrase répétée comme un leitmotiv par tous les journaux et par le TF1 de 20h ou le BFM de je sais pas quelle heure, parce qu'ils disent tous la même chose. De toute façon, on peut zapper d'une chaîne à l'autre, à de rares exceptions près. On a toujours les mêmes nouvelles. Donc l'homme qui tue son propre peuple, ça n'a pas de sens. C'est une guerre civile au début, qui est devenue une guerre internationale. Il faut voir que les islamistes qui sont venus du monde entier représentaient 100 nationalités. 100 nationalités sont venues du monde entier faire le djihad. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit l'homme qui tue son propre peuple? De toute façon, si tout le peuple syrien avait été contre l'armée syrienne, contre le régime, contre Bachar el-Assad, il est évident qu'il ne serait plus là. Et donc, la reconquête se fait progressivement avec son cortège de découvertes des églises massacrées par les islamistes. Ici, vous êtes à Deir ez-Zor. Deir ez-Zor, c'est sur, je vais vous remontrer sur la carte. Vous voyez là où vous avez le long de l'Euphrate, tout près du drapeau islamiste, au bout des flèches rouges, vous avez la ville de Deir ez-Zor. Deir ez-Zor qui était très connue parce que c'est là que les derniers Arméniens se sont fait massacrer par les Turcs en 1915. Donc pour les chrétiens, déjà, ce mot de Deir ez-Zor était très symbolique. Et Deir ez-Zor, il y a une très forte communauté chrétienne. Et depuis le début, cette ville subissait un siège terrible de l'État islamique. Et les chrétiens, avec l'aide des alaouites et des sunnites qui étaient quand même avec eux, tenaient avec les moyens du bord, parce qu'il y avait quelques milliers de militaires avec eux, mais pas tant que ça. Et sinon, ce sont tous les civils qui ont pris les armes. Et à la fin, ce sont des gamins de 12 ans, 13 ans, qui tiraient à la Kalachnikov derrière les barricades contre l'État islamique pour ne pas se faire égorger. Et donc l'armée syrienne, c'est pour ça que vous voyez ces deux flèches-là qui se dirigent vers Deir ez-Zor, attendaient ce moment pour libérer cette ville qui était en Syrie, la ville symbole de la résistance contre l'islamisme. Et la première chose qu'ils vont faire à Deir ez-Zor, les chrétiens de Deir ez-Zor, c'est de célébrer une messe dans cette ville en ruine et dans cette église également en ruine. Alors depuis, évidemment, la guerre n'est pas tout à fait terminée, loin de là d'ailleurs, mais l'alliance a été renouée totalement, complètement, entre la Russie et la Syrie. Là, c'est une photo de Noël dernier, où Poutine a tenu à passer Noël à Damas, le Noël orthodoxe, pour bien symboliser une chose à laquelle il tient. En France, on aurait appelé ça à une époque l'alliance du trône et de l'autel, mais lui est absolument convaincu que le monde orthodoxe est un monde profondément religieux, même si lui, il est surtout politiquement et culturellement, mais peu importe. Et il est convaincu de ça et de la liaison qui doit exister entre le monde orthodoxe, religieux, et le monde politique. Et de ce point de vue-là, Bachar el-Assad, qui est alaouite et qui donc, en tant qu'alaouite, est assez ouvert aux autres minorités, a toujours protégé la minorité chrétienne. Il faut dire un mot sur les Assyro-Chaldéens. Vous avez vu sur la carte, au nord, ce sont les Kurdes qui ont pris possession. Si on avait plus de temps, je vous aurais parlé plus longuement des batailles des Kurdes contre l'État islamiste soutenu par les Américains et leur volonté de se créer un État indépendant. Le rêve des Kurdes, c'est d'avoir un État indépendant. Eh bien, les Turcs n'en veulent pas. La semaine dernière, on a vu que de toutes les ethnies qui existent au Proche-Orient, la seule à ne pas avoir son État, c'est l'ethnie kurde. Et donc, ils ont vu une occasion dans cette guerre en Syrie pour se tailler un État dans le nord de la Syrie, où ils ne sont pas majoritaires, contrairement à ce qu'on dit, mais ils sont relativement nombreux. Les populations arabes sont quand même plus nombreuses qu'elles, mais beaucoup avaient fui les combats. Et eux,
s'étaient organisés, ils sont bien armés, et puis la guérilla qui existe chez les Kurdes contre les Turcs font qu'ils ont un entraînement militaire et que les échanges qu'il y a eu entre Kurdes syriens et Kurdes turcs depuis des décennies font qu'ils ont à la fois des armes et à la fois un entraînement militaire. Donc, ils ont créé une sorte d'autonomie dans ces territoires, sous le parapluie américain. Et puis, l'année dernière, Donald Trump a décidé de quitter la Syrie. Pas complètement. Ils ont gardé leur base dans le sud, dont je vous parlais tout à l'heure, et ils ont gardé les puits de pétrole dans l'est. Donald Trump, avec sa franchise confondante, a dit « j'aime le pétrole ». Bon. Donc, il a continué à occuper les puits de pétrole, et il faut reconnaître qu'il donne volontiers l'argent de ces puits de pétrole aux Kurdes, pour les consoler de les avoir abandonnés dans le nord. Parce que dans le nord, pour donner des gages à la Turquie, les Américains sont partis et ont cessé de protéger les Kurdes. C'était une sorte de blanc-seing donné à Erdogan pour envahir le nord de la Syrie et pour en chasser les Kurdes. Et le drame, c'est qu'il y avait encore beaucoup de chrétiens. Ce sont les Assyro-Chaldéens. Les derniers Assyro-Chaldéens qui existent dans le nord-est de la Syrie et dans le nord de l'Irak. Ils ont subi eux aussi un génocide terrible en 1915, 300 000 morts. 300 000 morts par les Turcs et par les Kurdes. Et là, dans le nord-est, ils s'étaient alliés avec les Kurdes, malgré ce ressentiment de 1915, mais parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Et là, vous voyez le membre d'une milice chrétienne qui vient de récupérer un village envahi par les Turcs, la sauvagerie des Turcs et des milices islamistes payées par les Turcs quand ils ont envahi le nord de la Syrie l'hiver dernier a été terrible. Et donc, vous avez eu encore un exode de chrétiens et peut-être 10 000 chrétiens à peu près ont dû fuir en catastrophe tous les villages occupés par la Turquie. Et la Turquie, en fait, faisait pas le travail en première ligne elle-même. L'armée turque suivait des milices islamistes payées par Ankara. Et donc, les malheureux chrétiens du nord-est de la Syrie, pour eux, franchement, là, je crains le pire. Autant dans le reste de la Syrie, dans toute la partie ouest qu'on a vue, les communautés chrétiennes, celles de Damas notamment, n'ont pas été trop touchées par la guerre, celles d'Alep davantage, mais Alep n'est jamais complètement tombée aux mains des islamistes. Donc, elles vont pouvoir, malgré l'exode, se reconstruire progressivement. Dans le nord-est, ça va être malheureusement extrêmement difficile parce qu'ils sont très très peu nombreux maintenant. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Parce qu'il est presque 7 heures et donc il faut que je tienne mon tempo, sinon vous allez dire il commence, mais il s'arrête jamais cet homme. Et donc, la situation est celle-ci. Vous avez en rouge ce qui est tenu par l'armée syrienne, c'est la Syrie. Il faut se méfier de cette expression de régime. Les journaux, la télévision, moi-même, quelquefois, par mimétisme, je finis par l'employer, j'essaie de me corriger, mais ça veut rien dire, le régime. C'est la Syrie. C'est la Syrie, c'est un État légitime, soutenu par l'immense majorité d'une population. Quand vous avez vu à Alep les scènes de joie qu'il y a eu au mois de février dernier, lorsque la banlieue d'Alep a été libérée, la banlieue ouest de d'Alep, qui était occupée par les islamistes, et lorsqu'elle a été libérée par l'armée syrienne, aidée par les bombardements russes. Eh bien, il y a eu des scènes de joie dans Alep, parce que pour la première fois depuis 9 ans, ils pouvaient penser qu'ils ne se feraient plus bombarder. Toutes les semaines, il y avait des morts de civils à Alep, envoyés par les mortiers islamistes qui étaient à moins de 10 kilomètres de là. Ce sont les morts dont on ne parle jamais, ceux-là. Eh bien, les scènes de joie qu'il y a eu dans tout Alep, pour cette ville qui a quand même un passé chrétien éminent, ça montrait clairement de quel côté était la population syrienne. Alors donc, en rouge, vous avez la Syrie reconquise, et à côté d'Alep, donc au nord-ouest, vous avez toujours la province d'Idleb, occupée maintenant conjointement par la Turquie et par le successeur du front al-Nosra dont je vous parlais tout à l'heure, un mouvement qui s'appelle Hayat Tahrir al-Sham. Et donc, Turcs et islamistes cohabitent plus ou moins, chacun a ses hommes, chacun a ses milices, mais c'est sûr que l'armée syrienne rêverait de reconquérir cette partie-là, mais elle est sous la dépendance de la Russie, qui lui a sauvé la mise, qui lui a sauvé la vie. Et donc la Russie préfère avancer. N'oubliez pas que Poutine est un joueur d'échecs. Et donc il avance pion par pion. Donc il discute avec Erdogan et petit à petit, il reconquiert une partie du territoire. Et là, la province d'Idleb a été reconquise d'un tiers, de cessez-le-feu en cessez-le-feu,
non respectée par les islamistes, ce qui donnait le prétexte à l'armée russe de réintervenir et à l'armée syrienne de reprendre une partie du territoire. Donc c'est une partie d'échec très compliquée entre la Russie et la Turquie, la Russie ne voulant pas se fâcher complètement avec la Turquie, qui est une grande puissance avec laquelle Poutine estime qu'il est nécessaire de parler. Et si Donald Trump a abandonné ses amis kurdes dans le nord de la Syrie en laissant la Turquie l'envahir, c'était pour empêcher Erdogan de trop se rapprocher de la Russie. Alors c'est terrible, ce sont toujours des tiers qui subissent les conséquences de cela, mais le bras de fer russo-américain au Proche-Orient est une vraie réalité. Et donc, en jaune, vous avez la partie occupée par les Kurdes, mais ils ont dû laisser l'armée syrienne reprendre possession. Ce sont les taches rouges que vous avez au nord-est autour de Qamishli, à Saké, c'est là où il y a des communautés chrétiennes qui restent importantes, les fameux Assyro-Chaldéens dont je vous parlais. Et donc, la Kurde et l'armée syrienne cohabitent relativement pacifiquement parce qu'ils ont deux ennemis communs, les islamistes et les Turcs. Ça aide quand même. Et les Turcs, eux, sont présents dans la partie verte que vous avez au nord et au nord-ouest. Et si cette partie n'est pas en continu, c'est par la volonté de la Russie qui a dit aux Turcs, bon, puisque les Américains s'en vont, on vous laisse entrer, mais vous n'aurez pas de territoire en continu. Erdogan a dit, si, j'aurai un territoire en continu, et l'aviation russe a fait suffisamment de pression pour que l'armée turque, qui n'est pas de taille, comprenne que ce n'était pas possible. Et donc Poutine, tout en discutant à la fois avec Erdogan gentiment, est capable aussi de sortir son aviation dans les grands moments. Et donc c'est grâce à son intervention que le territoire turc du Nord n'est pas en continu, parce que le rêve d'Erdogan était d'en faire un territoire autonome pour y renvoyer tous ces immigrés sunnites. Il en a plus de 3 millions, donc je comprends que ça lui paraisse alors là pour le coup beaucoup, et il aimerait bien les installer là, mais ce serait aux dépens des Kurdes et des chrétiens. Et donc, parce que des chrétiens, il y en a encore un certain nombre. Et ils seraient évidemment chassés par ces sunnites islamistes. Et Poutine ne veut en aucun cas d'un mouvement autonome aussi important, d'un territoire autonome aussi important, avec 3 millions de sunnites, pour la plupart islamistes, qui ne veulent rentrer en Syrie que s'ils ont la protection de l'armée turque. Voilà la situation aujourd'hui, donc inutile de vous dire que c'est pas tout à fait fini. Et je suis sûr que si on se reparle dans quelques mois, la situation aura encore évolué, et sur le plan géopolitique, et sur le plan militaire. Mais en tout cas, la grande manipulation qui avait été tentée pour renverser le cours de l'histoire en Syrie, y installer un régime sunnite, a clairement échoué. Parce qu'aujourd'hui, même si l'État islamique renaît un peu de ses cendres, les petites taches noires que vous avez au milieu, dans le désert syrien, ce sont des maquis de l'État islamique qui demeurent, extrêmement compliqués à réduire, cachés dans des grottes. Ils font des coups de main régulièrement. Depuis le début de l'année, on estime que près de 1000 soldats syriens sont morts de coups de main d'État islamique, là, dans ces zones désertiques. En plus de ça, ils n'ont plus rien à perdre et ce sont de redoutables combattants. Donc l'affaire est loin d'être finie. Vous avez des islamistes encore un peu partout. Vous avez la province d'Idleb, où là, non seulement il y a les milices turques, non seulement il y a l'armée turque, mais il y a le mouvement islamiste dont je vous parlais. Et ce mouvement islamiste contient au moins, comporte au moins 50 000 personnes. Vous imaginez 50 000 personnes dont certains font la guerre depuis 9 ans. Tant vous dire qu'ils sont extrêmement entraînés. Mais malgré ça, on peut dire que, oui, je me suis fait plaisir, je suis désolé, je rappelle la phrase de Laurent Fabius, Al-Nosra fait du bon boulot. Et quand on a vu les images des chrétiens crucifiés par le front Al-Nosra, il a dû regretter ses propos. La France s'est comportée de façon, on peut le dire, lamentable. La France était la protectrice des chrétiens d'Orient. Elle était la protectrice des chrétiens en Syrie et au Liban. Au Liban, elle a essayé de faire son travail. On a eu beaucoup de paras qui sont morts là-bas. En Syrie, immédiatement, elle a pris le parti des islamistes, faisant semblant de croire que c'était des démocrates modérés qui allaient rétablir la démocratie en Syrie. Il n'y a aucun pays démocrate dans ces pays-là, aucun. On ne voit pas par quel miracle la Syrie y serait arrivée. Et de toute façon, il ne fallait pas quand même être grand clair pour savoir que l'écrasante majorité des insurgés étaient des sunnites islamistes. L'écrasante majorité. Dès le début, tout sur les vidéos que l'on pouvait voir et entendre, c'était Allahu Akbar partout. C'était ça tout le temps. Et c'était mort aux Alaouites. Donc, ces gens-là savaient pertinemment
que la fiction de rebelles modérés était un mensonge éhonté. Et malgré ça, jusqu'au bout, et encore maintenant, ils considèrent qu'en Syrie, ce n'est pas la Syrie qui a gagné, c'est un horrible dictateur, l'homme qui tue son propre peuple. Et donc, je vais finir sur une note un peu plus gaie, un mariage de chrétiens dans les ruines d'Alep après la reconquête d'Alep. Et donc, bon, ça va un peu fleur bleue, hein, vous m'excuserez, mais je trouvais ça mignon de finir sur une image d'un mariage avec une mariée chrétienne, pour histoire de se dire que peut-être la communauté chrétienne de Syrie n'a pas encore dit son dernier mot et peut-être survivra. Mais je finirai là-dessus. Les chrétiens avant la guerre représentaient à peu près 10% de la population. La population syrienne avant la guerre était estimée à 22 millions d'habitants. Aujourd'hui, on ne sait même plus combien il y en a, parce qu'il y a plusieurs millions qui ont émigré, et la communauté chrétienne, beaucoup sont morts dans les combats, et beaucoup sont partis. Donc aujourd'hui, on ne sait plus combien elle représente, mais si on me dit que c'est 5%, quand il y aura un recensement possible, je serai content. Et donc, à partir de 5%, 4%, on peut dire qu'une communauté est vraiment en danger. Et donc, espérons que ce ne sera pas le cas, que la guerre finira et que les puissances occidentales accepteront un jour de reconstruire ce pays qui aujourd'hui, même pour les populations libérées dans les villes syriennes libérées du joug islamiste, vivent quand même dans une grande misère. Merci de votre attention. J'espère vous retrouver nombreux mardi prochain pour le 3e épisode qui sera l'Iran, où là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup de votre attention et de votre fidélité et j'espère à la semaine prochaine.